Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va attaquer le cours sur l'appareil digestif. Comme Dan l'a dit, c'est un cours important, c'est un cours plutôt dense. À la fac, ce cours est découpé en trois parties. Je pense qu'on fera au moins deux cours sur ça parce que c'est un cours qui est vraiment qui est long. Ici, donc, vous avez une image de l'appareil digestif. L'appareil digestif, c'est quoi? Vous vous en doutez. Son rôle, c'est la digestion. Donc, c'est-à-dire que grâce à l'appareil digestif, on va pouvoir intégrer ce que l'on va absorber grâce à l'alimentation. Alors, cet appareil digestif, il va être organisé avec deux éléments. On va le voir après. Je pense que j'ai dû le détailler ici, voilà. Donc, la définition du poli, on vous dit qu'il s'agit de l'ensemble des viscères destinés à la nutrition et rendant les aliments assimilables. Donc ça, bon, je pense que vous le savez déjà. Ensuite, il se compose de, en fait, deux systèmes. Un système tubulaire, on vous dit, parce qu'en fait, l'appareil digestif, il va être organisé avec deux éléments. Un système tubulaire, c'est-à-dire un tuyau, d'accord? Vous pouvez imaginer un tuyau qui va s'étendre de la cavité buccale, donc de la cavité orale, à l'anus. Et en fonction des étages du corps, c'est-à-dire l'étage cervical, étage thoracique, cavité abdominale, tout ça, il va présenter différentes formes et sera tantôt élargi, parfois plus rétréci, parfois il présentera des boucles, notamment au niveau de l'intestin grêle, mais qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va traiter les voies digestives hautes, c'est-à-dire tout ce qui est cavité buccale, avec l'anatomie de la cavité buccale, la langue, tout ça. Le pharynx, qu'on avait déjà vu un petit peu dans le cours sur l'appareil respiratoire. On traitera aussi l'œsophage et l'estomac. Donc voilà, c'est ce que le prof fait à la fac pendant le premier cours. Donc on va un peu suivre l'ordre du prof à la fac. Donc on a dit que cet appareil digestif, il se compose d'un système tubulaire composé de la bouche. Donc vous voyez là, la bouche, le pharynx, d'accord? Vous vous rappelez que la bouche, elle communique en arrière avec l'oropharynx, on l'avait vu. L'œsophage, d'accord? Donc l'œsophage, ensuite l'estomac, et après intestin grêle, gros intestin. Donc ce système tubulaire, on vous dit depuis la fente orale, il traverse la face, le cou, le thorax, l'abdomen et le pelvis pour se terminer par l'anus. Mais on va détailler tout ça. Donc on a bien un système tubulaire, un tuyau, d'accord? Et annexé à ce tuyau, on va avoir des glandes annexes, d'accord? Un système glandulaire. Donc en fait, sur ce tuyau vont venir se brancher des glandes qui vont aider à la digestion, d'accord? Notamment le pancréas, etc. Et en fait, ces glandes, elles vont produire des liquides avec des enzymes qui vont permettre la digestion, justement, d'aider à la digestion. Donc, c'est le système glandulaire, on a les glandes salivaires, mais qui ne seront pas traitées dans ce chapitre. Ça, c'est dans une autre matière que vous avez des chapitres sur les glandes salivaires. Vous avez donc le foie, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera plutôt la prochaine fois, et le pancréas. Mais ça, les glandes annexes, elles sont traitées dans le dernier cours du système digestif. Voilà. Donc, vous avez bien compris, pour l'appareil digestif, on a un tube, d'accord? Un tube qui va, comme ça, vous voyez, on part de la cavité buccale, on rejoint donc les cavités buccales, pharynx, œsophage cervical ici. Je vais mettre le pointeur juste. Donc, on a cavité buccale, pharynx, œsophage cervical ici, œsophage thoracique ici. La petite portion de l'œsophage, c'est l'œsophage abdominal, puisque vous voyez qu'il a traversé le diaphragme, d'accord? Donc, on passe dans la cavité abdominale, le diaphragme qu'on avait vu dans le cours sur la respiration. Donc, ici, donc, cavité buccale, oropharynx, œsophage cervical, œsophage thoracique, œsophage abdominal. Ensuite, on a l'estomac. Donc, vous voyez que l'œsophage communique avec l'estomac par le cardia. Ensuite, on a le duodénum. Donc, on passe dans l'intestin grêle avec le duodénum ici. Ensuite, jéjunum, iléon, d'accord, l'iléum. Ensuite, on passe dans le gros intestin, d'accord, dans le côlon, avec côlon ascendant, côlon transverse, d'accord, côlon descendant, le sigmoïde, et enfin le rectum et le canal anal. Et donc tout ça, vous voyez bien que ça fait un tube comme ça, et qui va
à des moments se dilater, notamment au niveau de l'estomac. Il va constituer un réservoir pour les aliments. Et bon, vous voyez qu'il va avoir il va former des boucles à certains endroits, notamment au niveau de l'intestin grêle, etc. Donc, vous avez bien compris, c'est un système tubulaire sur lequel sont annexées des glandes. Et on parle donc du coup de glandes annexes au tube digestif. Voilà, donc on a décrit. Alors, vous vous rappelez que, bon, ça va le voir, bon, là, vous avez une image aussi, c'est la même chose, mais un peu plus jolie, cavité buccale, les glandes annexes. En arrière de la cavité orale, on a, comme on a dit, le pharynx. On va redétailler le pharynx, que vous vous rappelez, on l'avait fait dans le cours sur l'appareil respiratoire, mais on avait dit justement que l'oropharynx, c'est un carrefour aérodigestif. Donc vous voyez bien pourquoi, parce que le pharynx, il a une fonction dans l'appareil respiratoire et dans l'appareil digestif. Donc voilà, c'est des petits rappels. Donc le pharynx, l'œsophage, l'estomac et toujours ce qu'on a vu. Et annexé au tube digestif, on a des glandes annexes, notamment le foie ici, le pancréas ici derrière. Donc, voilà. Ok. Alors cet appareil digestif, il va avoir, donc vous vous rappelez, on a dit que tout ça, ça forme un seul tube, d'accord? Tout est en continuité comme ça, mais ça va avoir des formes différentes en fonction de l'étage où on se trouve. Et en fait, ce tube digestif, à partir de l'œsophage, donc jusqu'au rectum, ce tube digestif va posséder une paroi qui va être globalement la même tout le long du tube digestif. On va avoir en fait la même organisation histologique. Donc, ce tube digestif va être organisé en 4 tuniques concentriques, d'accord, qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a une muqueuse, donc à ce niveau-là, qui va être en contact avec la lumière. Enfin, la lumière, c'est la cavité ici, on appelle ça la lumière. Donc, on va avoir une muqueuse, ensuite une sous-muqueuse, d'accord. Après, on va avoir une musculeuse, donc une couche de muscles. Généralement, on a 2 couches de muscles. Vous voyez ici, il y a 2 couches musculaires. Une couche musculaire ici, une couche musculaire ici. Dans certains organes, on aura 3 couches musculaires, notamment pour l'estomac. On va le voir après. Donc, une musculeuse composée de 2 couches musculaires, circulaire interne, on dit, et longitudinale externe. Là, vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, on a une couche circulaire et une couche longitudinale. Et après, on aura une fibreuse ou une séreuse. Là, en l'occurrence, on vous a représenté une séreuse. En fait, bon, c'est un peu compliqué au début, mais en fait, on aura un tissu, une sorte de tissu conjonctif qui va envelopper tout ça. Et lorsqu'on sera dans la cavité abdominale, ça sera du péritoine. Et lorsqu'on sera plutôt au niveau thoracique, au niveau du pelvis, on aura une adventice. Ça, c'est un peu compliqué pour vous. Mais voilà, retenez juste que tout au long du tube digestif, on a à peu près la même organisation histologique, d'accord, qui est organisée en 4 couches, ok. Donc voilà, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et une fibreuse ou une séreuse. Mais vous ne prenez pas la tête avec quand c'est que c'est une fibreuse, quand c'est que c'est une séreuse. Mais voilà, retenez qu'il y a 4 couches au niveau de ce tube digestif qui sont à peu près similaires tout le long. Là, on va passer à la première portion du tube digestif, c'est-à-dire la cavité orale. On vous dit que en fait, la cavité buccale, elle correspond au début du tube digestif. C'est la portion initiale de ce tube digestif. Donc voilà, donc le tube digestif commence avec la cavité orale. Bon, ensuite, il va se poursuivre avec le pharynx, comme on l'a vu, etc. Alors, cette cavité orale, sa limite supérieure, c'est le toit de la cavité orale. On vous dit qu'il sert aussi de plancher à la cavité nasale. Vous le voyez ici. Vous avez la cavité orale, c'est une coupe sagittale. Vous avez à ce niveau-là la cavité orale. Au-dessus, vous avez la cavité nasale. Et qui sépare les deux, vous avez le palais, d'accord? Donc le palais, on dit que c'est le plancher de la cavité nasale parce qu'il limite la cavité nasale en bas, d'accord? Et on dit aussi que c'est le toit de la cavité orale, d'accord? Voilà, il limite la cavité nasale et la cavité orale. Voilà, c'est pour vous montrer ça. Donc, quand on vous dit sa limite supérieure, c'est le plafond de la cavité orale qui sert aussi de plancher à la cavité nasale, on vous le met ici. Elle est limitée en bas par le cou, bon, ça va.
C'est une cavité irrégulière dont la capacité est fonction du degré d'ouverture et elle a un rôle majeur dans la mastication des aliments. Vous en doutez bien avec les dents, etc., les glandes salivaires qui vont initier la digestion, parce que on va le voir, on ne va pas vraiment le détailler en fait dans ce cours parce que c'est pas détaillé à la fac, mais on a des glandes salivaires qui vont permettre d'initier la digestion. Donc voilà, cette cavité buccale, elle a un rôle dans la mastication, dans la gustation évidemment, avec notamment la langue, d'accord, qui permet de reconnaître les goûts, et dans l'articulation des sons, avec la langue aussi notamment. Alors cette cavité orale, elle est divisée, on vous dit, en deux parties par le relief des arcades alvéolo-dentaires. En fait, cette cavité orale, elle va être divisée en cavité orale propre, d'accord. La cavité orale propre, c'est ce qu'on a au milieu, ok, qui est limité en dedans par les dents. Ça, tout ça, ce qui est au milieu, c'est la cavité orale propre, d'accord. On a également une deuxième partie, c'est le vestibule oral. On vous dit que le vestibule oral, c'est ce qui est compris entre les joues, les arcades dentaires d'une part, et les lèvres, et les arcades dentaires d'une autre. En fait, qu'est-ce que c'est le vestibule oral? C'est le sillon que vous avez à ce niveau-là. Ça, c'est le vestibule oral. C'est ce qui est, enfin, c'est ce qui est compris en gros entre les arcades dentaires et les joues, également entre les lèvres et les arcades dentaires. Bon, en gros, c'est le sillon qui est là, ok. Le petit sillon qui est en avant des dents, là, c'est le vestibule oral. Et vous allez peut-être mieux... Et voilà, donc ça, c'est le vestibule oral. Donc, on a le vestibule oral, comme ça, en quelque sorte, à l'extérieur, on va dire, de la cavité orale. Ça, c'est le petit sillon qui est là. Et à l'intérieur, entre les arcades dentaires, on a la cavité orale propre, d'accord. Et on vous dit, donc peut-être que j'ai une autre image, voilà, donc là, vous avez la cavité orale, ok. Normalement, voilà, donc ici, par exemple, c'est une coupe frontale de la cavité orale, d'accord. Là, ici, vous reconnaissez, enfin, vous avez la langue au milieu, ici, la cavité orale, ici, au-dessus, on a la cavité nasale, les fosses nasales. Donc ici, entre les arcades dentaires, en fait, on a la cavité orale propre, ok, à ce niveau-là, et le numéro 2, ici, ça correspond au sillon, là, ce qu'on a dit, le vestibule oral, d'accord. Ici, entre les dents, en quelque sorte, et les joues, on a le vestibule oral. C'est le petit sillon qui est à l'extérieur, voilà. Donc, on divise la cavité orale en cavité orale propre, la cavité orale proprement dite, et vestibule oral. Voilà. Et on vous dit que quand les dents sont fermées, qu'est-ce que j'ai une image? Quand les dents sont fermées, non, j'ai pas. Bon. Donc, quand les dents sont fermées, le vestibule oral communique avec la cavité orale propre par l'espace rétromolaire ici. On a un espace en arrière de la dernière molaire qui permet de faire communiquer le vestibule oral et la cavité orale propre. Et bien sûr, quand la bouche est ouverte, ben là, il communique sans problème, d'accord. Mais quand la bouche est fermée, quand les dents sont en contact, ces deux espaces, ils communiquent par l'espace rétromolaire. Voilà. Donc, c'était pour les deux, enfin, la segmentation de la cavité orale. Donc, vous avez encore un schéma, toujours pareil ici. Vestibule oral, cavité orale. C'est pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais voir de quoi on va parler après. Donc, cavité orale propre, toujours. Ici, c'était un petit schéma parce qu'après, on va revoir un petit peu le pharynx et vous vous rappelez qu'on avait vu dans l'appareil respiratoire que, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est la cavité nasale, d'accord? En arrière, on a le nasopharynx, ok. La cavité nasale communique avec le nasopharynx par les choanes, ici. On a la cavité orale à ce niveau-là qui communique en arrière avec l'oropharynx, ok, par l'isthme du gosier, ok. Et dernier étage du pharynx, on a le laryngopharynx qui est en avant du larynx. Et ici, on a le larynx. Et du coup, le larynx, on avait dit qu'il se continue avec la trachée en bas, tandis que le pharynx, donc le laryngopharynx, il va se continuer avec l'œsophage en bas. Donc, on a bien les voies respiratoires en avant et les voies digestives en arrière, d'accord? Parce que l'œsophage est bien en arrière de la trachée. Et on avait dit aussi que
L'oropharynx correspondait au carrefour aérodigestif, et on le voit bien sur ce schéma, parce qu'on a les voies respiratoires à ce niveau-là qui sont représentées, donc l'air qui rentre par les narines, ensuite qui passe dans le nasopharynx, l'oropharynx, et ensuite qui va se continuer dans le larynx, alors que les voies digestives, ça passe donc bien sûr par la bouche, donc cavité orale, et en arrière, oropharynx, laryngopharynx et ensuite œsophage. Donc on voit bien qu'au niveau de l'oropharynx, on a le croisement des voies respiratoires et des voies digestives. C'est pour ça qu'on parle de carrefour aérodigestif. Donc ça, c'est des petits rappels qu'on avait vus dans le cours sur l'appareil respiratoire. Si je vais trop vite ou qu'il y a des questions, n'hésitez pas à me mettre des messages dans l'espace de discussion ou à m'arrêter. Donc là, on passe à la cavité orale propre. Vous vous rappelez qu'on avait dit que la cavité orale, elle est limitée, enfin, elle est composée de deux parties, la cavité orale propre et le vestibule oral. Là, on va parler de la cavité orale propre. Donc, on vous dit que c'est un espace qui est délimité en haut par le palais, ça on l'a vu, qui sépare la cavité nasale de la cavité orale. En bas, donc en haut, on a le palais, en haut de la cavité orale. En bas, on vous dit, on a le plancher oral, qu'on va détailler après. Et en avant et sur les côtés, on a les arcades alvéolo-dentaires qu'on a là. Donc, on voit bien, dans cette cavité orale, en haut, on a le palais, en bas, le plancher de la cavité orale, et sur les côtés, on a les dents, les arcades alvéolo-dentaires. Donc, on va détailler les trois parties, donc le palais, le plancher et un petit peu les arcades alvéolo-dentaires. Donc, on vous dit que le palais, on vous dit que c'est le véritable toit de la cavité orale et le plancher de la cavité nasale, donc ça, on l'a dit. Alors, ce palais, il est composé de deux parties. Le palais dur, composé des os palatins et maxillaires. Je vous ai mis un petit schéma, là, c'est un schéma de SP12, en fait, que c'est une autre matière. C'est pas à connaître, mais c'est juste parce que dans le poly, on vous parle d'os palatins et maxillaires, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc là, ici, on a les os maxillaires. En fait, c'est ça, l'os maxillaire. Et en arrière de l'os maxillaire, on a les os palatins, d'accord, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une coupe sagittale, en fait, de la cavité orale. Vous voyez qu'on a, donc le palais, il est formé de l'os maxillaire et de l'os palatin. Donc, c'est bien des os. Donc, on appelle ça le palais dur, ok? Donc, ça, c'est le palais dur. Et on a également la deuxième partie du palais. En arrière, c'est le palais mou, d'accord? Encore appelé luette, on vous dit. C'est une cloison fibromusculaire, on vous dit, qui repose sur la langue lorsque la bouche est fermée. Donc, c'est pas très compliqué. On a le palais dur ici qui est composé des os, d'accord, d'os, donc l'os maxillaire et l'os palatin. Et on a le palais mou, parce qu'il est mou, il est composé, c'est une cloison, c'est composé de muscles et de tissus. Donc, voilà. Donc, on a le palais dur et en arrière, le palais mou. C'est pas très compliqué. Voilà, donc ici, on a aussi une image. Donc là, c'est le palais dur et en arrière, le palais mou. Vous le voyez ici aussi. Le palais dur en bleu avec les os maxillaires, l'os maxillaire et l'os palatin. Et en arrière, prolongé par le palais mou, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour le toit de la cavité orale. Et s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Le plancher oral, on vous dit qu'il est formé par la langue, évidemment, et par le récessus sublingual. En fait, c'est quoi? C'est la muqueuse, là, qui unit la langue aux arcades alvéolo-dentaires. Donc voilà. Donc on vous met là ici plancher buccal. Donc on a la langue et le récessus sublingual. Bon, on a aussi des muscles en fait, mais qui ne sont pas vraiment détaillés dans le cours. On a notamment, je vous le dis juste pour vous, mais là vous avez par exemple en 7 le muscle mylohyoïdien. En 8, vous avez le muscle digastrique, mais bon voilà, c'est pas détaillé, donc on va pas se prendre la tête avec ça pour cette matière-là, vu que vous n'allez pas vraiment à le savoir. Donc là, on retrouve en 1 la cavité orale propre, d'accord? Et en 2, on a bien toujours le vestibule oral. Okay. Bon, là, en 3, on a les joues, d'accord? En 4, on va le voir après, on a le muscle qui constitue la majeure partie des joues, qui est le muscle butinateur. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'important, ce schéma? Bon, là, vous avez la langue, ok? En 9, ici, vous avez le muscle génioïdien, qui constitue la langue. Mais la langue, vous voyez que c'est une très grosse partie. Enfin, nous, quand on pense à la langue, on imagine une toute petite partie, mais en fait, on va la détailler après, mais elle est composée, la langue, de 17 muscles. Donc ça, vous n'avez pas à le retenir. Et voilà, c'est vraiment un organe qui occupe une grande partie de la cavité orale, avec une partie, on va voir, fixe et une partie mobile. Et voilà, vous avez donc la langue qui est représentée ici.
Bon, 13, vous savez, le septum lingual, bon, c'est pas très important. Ici, en 15, en fait, vous avez l'os maxillaire qui est représenté, vous vous rappelez, qui forme le palais, donc le toit de la cavité orale. Ici, en 16, vous avez la cavité nasale, ok. En 15, c'est la muqueuse buccale, ok. Voilà. Et 18, on vous avait mis que c'était le palais osseux. Ok. Bon, mais ça, c'était pour la cavité, le plancher oral. Alors maintenant, on va passer aux lèvres. Bon, c'est pas très important. On vous dit que les lèvres sont constituées essentiellement du muscle orbiculaire de la bouche. Vous l'avez là, présenté muscle orbiculaire de la bouche. Et ce muscle, il est recouvert en superficie de peau et en profondeur de muqueuse buccale. Pas très compliqué. Les joues, on l'a brièvement vu tout à l'heure, elles sont formées du muscle buccinateur à ce niveau-là. Et on vous dit, elles sont comme les lèvres recouvertes de muqueuse à l'intérieur et de peau en extérieur. Donc vous l'avez, c'est le schéma qu'on a vu. Ici en 4, vous avez entouré le muscle buccinateur, qui est le muscle qui constitue les joues. Alors les rapports de la cavité orale, ça c'est un peu des rappels. Voilà, ça se répète un peu avec le cours sur l'appareil respiratoire, mais on vous dit, la cavité orale est ouverte par la fente orale. Elle est limitée par les lèvres supérieures et inférieures, unies par les commissures des lèvres. C'est ici, c'est sur les côtés, les commissures des lèvres, c'est ce qui unit les lèvres supérieures, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et on vous dit, cette cavité orale, elle communique en arrière avec l'oropharynx grâce à l'isthme du gosier. Et je vous rappelle que la cavité nasale, elle communique en arrière avec le nasopharynx grâce au choane. Voilà, et là, donc, vous avez l'isthme du gosier, d'accord, ce qui permet de faire communiquer la cavité orale à l'oropharynx. Et cet isthme du gosier est l'espace situé, on vous dit, entre l'alluette, donc ici, les arcs palatogloss, c'est ce qu'on a là en 4, palatogloss, et la langue. Donc quand on regarde cet isthme du gosier, on voit bien qu'il est formé de l'alluette, des arcs, ça c'est les arcs palatogloss, et de la langue, du relief de la langue à ce niveau-là. Donc ici, on a ici en 4, on vous mettez l'arc, ça c'est l'arc palatogloss, d'accord? Pour ne pas confondre avec 10, ici, et l'arc palatopharyngien, d'accord? Donc en avant, on a l'arc palatogloss, d'accord? En arrière, on a l'arc palatopharyngien. Et entre les deux, c'est important à retenir, on a en 5 les tonsils palatines, à ne pas confondre avec les tonsils linguales qu'on va voir après. Regarde juste s'il n'y a pas de message. Ben, le récessus sublingual, c'est ce que tu as là en fait. Attends, je vais redescendre. C'est en gros ce qui unit, ce qui est autour de la langue, ce qui unit la langue aux arcades alvéolo-dentaires. Voilà, tu l'as représenté, je pense. Ça doit être. Je pense que c'est 5 ici. Ouais, ça doit être ça. Le récessus sublingual. Il est également appelé sillon alvéolo-lingual, en fait, c'est ça. Ah, je sais pas ça. C'est bon, voilà. Donc, je continue. Donc voilà, on a un détail. Donc là, retenez bien arc palatogloss en avant et arc palatopharyngien en arrière. Et entre les deux, on a les tonsils palatines. À ne pas confondre avec les tonsils linguales et avec les tonsils pharyngènes. Mais ça qui n'est pas trop détaillé dans ce cours. Donc la langue, on vous dit que c'est un organe musculo-membraneux, siège de l'organe du goût. Elle participe à la déglutition, à la mastication et à la phonation. Elle est composée de 2 parties, l'une fixe. Donc vous voyez que la langue, c'est tout ça quand même. Donc c'est pas juste la partie mobile qu'on imagine, la langue, c'est vraiment tout ça. D'accord? D'ailleurs, dans une autre matière, en SP12, on voit que la langue, elle englobe même l'osioïde. Donc l'osioïde, c'est une partie de la langue. Donc pour vous dire que la langue, c'est vraiment c'est tout ça, quoi. Donc elle a 2 parties, l'une fixe, la racine, d'accord, qui bouge pas, et l'autre mobile, le corps. Ok, donc le corps de la langue et la partie fixe de la langue. Alors là, on regarde la langue vue de. Excusez-moi. Alors, on a. Donc, ça, c'est le corps de la langue. On vous dit 2 sillons, d'accord? Un sillon longitudinal médian à ce niveau-là. Et un sillon transversal qu'on ne voit pas très bien. On voit plus ici. Donc, ici, vous avez le schéma du poli de la langue.
vous allez devoir apprendre, qui n'est pas très compliqué. On a donc en 6, c'est le sillon médian de la langue, d'accord? En 5, on a un sillon transversal, en fait, donc un sillon médian ici. Et ici, le sillon, en fait, qu'on appelle sillon terminal de la langue, qui est important, on va voir après pourquoi. Ici, on dit, on a des papilles, les papilles circumvallées, d'accord, qui constituent ce qu'on appelle le V lingual. Donc ça, c'est les papilles circumvallées, elles constituent une sorte de V qu'on appelle le V lingual. Et attention, donc le V lingual, c'est bien ça, et c'est pas ce qu'on a en rouge. En rouge, c'est le sillon terminal, d'accord? Il y a des pièges sur ça, enfin surtout en SP12, mais voilà, il ne faut pas confondre. Donc ça, les papilles circumvallées, elles constituent ce qu'on appelle le V lingual. Okay. Ensuite, en 4, justement, en fait, on a la partie ici pharyngienne de la langue, parce que la langue, elle a deux parties, d'accord, qui vont être séparées par le sillon terminal. Donc, voilà. Ensuite, on a, bon, ici, on a ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les arcs palatogloss. Donc ici, on a l'arc palatogloss, et ici, l'arc palatopharyngien. Et là, on a dit tout à l'heure, les tonsilles palatines. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, la langue, on a dit qu'elle était composée. Enfin, je vous ai dit que ce sillon il était important. Ici, le sillon terminal, parce qu'il permet de diviser la langue en une partie pharyngienne en arrière et une partie orale. D'accord? Par exemple, attendez, bougez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, attendez. Juste une seconde. Ah, c'est bon. Donc, je disais qu'on avait le sillon terminal qui séparait la partie orale de la langue et la partie pharyngienne de la langue en arrière. Donc, vous voyez là, ici, on a la partie orale de la langue et en arrière, on a la partie pharyngienne de la langue qui regarde en fait le pharynx, ok, l'oropharynx à ce niveau-là. Voilà, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Donc, un sillon longitudinal, ne confondez pas sillon terminal et sillon médian. Donc, on a le sillon longitudinal ici. Et là, on a le sillon transversal et en avant, on a les papilles qui constituent le V lingual, un V ouvert en avant. Donc là, ce que je vous ai dit déjà, le sillon terminal marque la limite entre la partie horizontale et verticale du corps de la langue. Et à la partie inférieure de la langue, on retrouve un repli muqueux, le frein de la langue. Donc ça, c'est une coupe sagittale de la langue où vous avez en fait, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, c'est un peu dur, mais en fait, c'est une coupe, c'est un peu la même chose que ça. En fait, c'est une vue sagittale de la langue. C'est une coupe, en fait, où on a ici la partie orale de la langue, en arrière, la partie pharyngienne de la langue. Ici, on a, au numéro 11, on a le sillon terminal qui séparait la partie horizontale de la partie verticale de la langue. Et ici, on a la partie mobile de la langue et en bleu, on a la partie qui est fixée. Voilà. En 5, on a ici l'osioïde et ici, en 7, on a la mandibule. Et 8, en fait, ça correspond à la face inférieure de la langue où on aurait, par exemple, le frein de la langue. Voilà. Donc, on vous dit que la langue, elle est rattachée par les muscles qui la constituent aux formations avoisinantes, notamment à l'osioïde ici. Donc, vous voyez que la langue, c'est plein de muscles. Je vous ai dit, c'est 17 muscles. En fait, on a 8 muscles pairs et un muscle impair. Et bon, ça, c'est pas à retenir pour l'instant. Donc, vous voyez que la langue, elle est rattachée par des muscles qui la constituent aux formations avoisinantes. On vous dit notamment à l'osioïde ici, à la mandibule, au processus styloïde. Ici, c'est le processus styloïde. Au palais, avec notamment le muscle palatogloss, et etc. Bon, au pharynx. Donc, vous voyez que c'est plein de muscles et on a une partie qui est fixe, une partie qui est mobile.
Les annexes de la langue, on va passer rapidement, c'est pas très important, mais voilà, c'est dans le poli, donc je vous l'ai mis. Alors, les tonsilles, ça, on l'a un petit peu vu déjà. Donc, les tonsilles palatines à ce niveau-là, qui étaient autrefois, je regarde juste s'il n'y a pas de message, non, c'est bon, qui étaient autrefois appelées amygdales, d'accord? Maintenant, on parle de tonsilles palatines, qui sont des formations lymphoïdes, qui sont situées entre l'arc palatoglosse en avant et palatopharyngien en arrière. Moi, je vous ai mis attention à ne pas confondre les tonsilles linguales quand elles sont situées en arrière du sillon terminal. C'est ça les tonsilles linguales, ok? Donc là, on a les tonsilles linguales et à ce niveau-là, on a les tonsilles palatines. Et là, je vous rappelle qu'on a le sillon terminal. Ici, en 11, on a ce qu'on appelle le foramen cecum. Ok, à ce niveau-là, 11, c'est le foramen cecum, ici. Donc, à ce niveau-là, du sillon terminal. Ici, on a les papilles circonvallées, je répète pour que voilà, vous reteniez bien, qui forment le V lingual. Et ici, on a le sillon médian. Et en 9, ici, on a l'apex de la langue. Ça, c'est encore pareil, c'était pour vous montrer l'arc palatoglosse en avant, palatopharyngien en arrière et les amygdales ou tonsilles palatines. Bon, les dents, ça, c'est pas très important. Mais bon, enfin, le prof, il détaille même pas pratiquement en cours, mais bon, on le fait vite fait. Donc, on a 32 dents, on vous dit qu'ils sont répartis par groupe de 8 dans chaque demi-arcade dentaire. Donc, la partie visible de la dent, c'est la couronne, c'est ce qu'on a en 1, la couronne. La partie invisible de la dent, c'est la racine. Bon, ça, vous le saviez, je pense. On vous dit que les gencives, ce que vous avez en 3, la gencive, on vous dit que c'est un bon repère de la jonction corono-radiculaire. Donc, entre la couronne, la partie visible et les racines. Voilà. Le collet, on vous dit que c'est. Donc, le collet, c'est ce que vous avez en 2 ici. Le collet est le nom donné à la jonction couronne-racine. Et les couronnes des dents sont recouvertes par l'émail. Donc, en 1, je vous rappelle, on a la couronne qui est recouverte par l'émail en 13. Voilà. Bon, c'est pas très important. Et, bon, et la racine, elle est recouverte par le sément. Donc, vous savez qu'au niveau de la couronne, ça, je pense que tout ça, vous le saviez un peu déjà. On a ce qui recouvre la couronne, c'est l'émail, d'accord? À ne pas confondre avec le sément qui recouvre les racines. Et toutes les dents sont logées dans une crypte osseuse appelée alvéole. Donc, voilà. Les gencives, on vous dit que c'est un épaississement de la muqueuse buccale. Elle est composée d'un tissu conjonctif dense, le chorion, et de la muqueuse. Bon, ok. Enfin, la gencive, vous savez ce que c'est ce qu'on a là, tout là. On vous dit qu'elle recouvre les os alvéolaires et le collet des dents. Ok, bon, ça, c'est pas très important non plus. Le pharynx, donc ça, c'est important. On l'avait un petit peu vu donc, dans le cours sur l'appareil respiratoire. On vous dit que c'est un conduit musculo-membraneux qui s'étend depuis la base du crâne, on l'avait vu, du crâne, donc, jusqu'à l'orifice supérieur de l'œsophage. Voilà. On vous dit le repère endoscopique de la jonction pharynx-œsophage et le bord inférieur du cartilage cricoïde, aussi le bord inférieur de C6. Donc, je vais revenir juste au schéma du poli. Voilà, ici. Voilà. Donc, en fait, vous avez... donc, on a dit qu'on a le pharynx qui se continue avec l'œsophage au niveau de C6, d'accord? Et au niveau donc du bord inférieur du cartilage cricoïde que vous avez à ce niveau-là, d'accord? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de limite. En fait, vous avez compris que ça, c'est des conduits comme ça qui sont en continuité et on n'a pas style de sphincter ou quoi qui vont les limiter, d'accord? C'est des limites, on va dire, entre guillemets, arbitraires, d'accord? Donc, on a le pharynx qui se continue à ce niveau-là. On parle d'œsophage. Au niveau, là, ici, on a la 6e vertèbre cervicale. Dès qu'on passe la 6e vertèbre cervicale, on n'est plus dans le pharynx, on est dans l'œsophage. Voilà, c'est défini comme ça. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'on a le cartilage cricoïde. Donc, on parle de bord inférieur du cartilage cricoïde ou de la 6e vertèbre cervicale. Okay, c'est au même niveau. Donc, je reviens où on était. Ça, on l'a fait. Voilà, donc ici, on a le cartilage cricoïde. Dès qu'on le dépasse, on est au niveau de l'œsophage. Donc ça, c'est le rappel du cours de l'appareil respiratoire. Mais voilà, c'est dans le cours sur l'appareil digestif. C'est pour ça que je vous l'ai remis.
Donc, le pharynx, on vous dit qu'il est appendu à la base du crâne. C'est un conduit qui est ouvert en avant, qui fait communiquer les 3 étages du massif facial, vous vous rappelez. Et de haut en bas, on a le nasopharynx, l'oropharynx, on avait dit que le carrefour aérodigestif, et le laryngopharynx, au-dessus de l'œsophage. Donc là, c'est toujours pareil, on voit le pharynx qui se continue avec l'œsophage. Donc ici en 1, on a le pharynx. Ici en 2, on a le cartilage cricoïde. Et du coup, dès qu'on dépasse le cartilage cricoïde, on arrive à l'œsophage. Donc 3, l'œsophage thoracique. Parce qu'en fait, 4, on vous dit que c'est le repère de la partie supérieure du thorax. Donc ici, on est dans l'œsophage cervical. Et dès qu'on va passer dans le thorax, en fait, on va parler d'œsophage thoracique. Donc tout ça, c'est l'œsophage thoracique. Et euh, quand on passe le diaphragme, ici, parce que le diaphragme, en fait, c'est ce qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Donc, dès que l'œsophage franchit le diaphragme, on passe à l'œsophage abdominal. Bon, mais ça, on va le détailler après. Et juste, vous voyez bien que la trachée est en avant de l'œsophage. Bon, vous savez déjà, on avait dit déjà que les voies respiratoires, elles étaient en avant des voies digestives. Vous voyez bien sur ce schéma aussi que la trachée, elle est en avant de l'œsophage. Bon, ça, tout ça, vous le savez, mais enfin non, ça, on l'a pas trop dit. Le pharynx situé en regard des 6 premières vertèbres cervicales, c'est logique. On a dit qu'il s'étendait de la base du crâne à C6, ça c'est logique. Le pharynx, il a une longueur de 15 cm, d'accord? Je vous ai pas mis les largeurs parce que je ne pense pas que c'est grave si vous ne les connaissiez pas. Juste sachez que la largeur du pharynx, elle se rétrécit de haut en bas, d'accord? Donc, il me semble que nasopharynx, c'est à peu près 5 cm et à chaque fois, ça va se rétrécir. C'est pour ça qu'on parle d'entonnoir, en fait, euh, pour le pharynx. Bon, il est divisé en 3 étages, ça vous le savez, et sa largeur, ça c'est ce que je vous ai mis, est variable et dépend de l'étage considéré. Et elle va, en fait, la largeur va se rétrécir de haut en bas. Ouais, mais retenez quand même la longueur du pharynx, c'est 15 cm. Voilà. Donc l'œsophage, c'est important. Donc l'œsophage, on vous dit que c'est une voie de passage du bol alimentaire. Donc, je vous rappelle que l'œsophage, il s'étend du bord inférieur du cartilage cricoïde au niveau de C6 jusqu'à l'estomac, en fait. Hein. Il s'étend de C6 à l'estomac. Tout ça, c'est l'œsophage. Il a 3 segments, on l'a vu. Donc cervical, thoracique et ici, l'œsophage abdominal. Et en fait, l'œsophage va permettre l'avancée, donc la progression du bol alimentaire. Et donc, c'est juste un conduit qui permet l'acheminement en fait, du bol alimentaire de la cavité orale et du pharynx jusqu'à l'estomac, simplement. Donc, il communique avec l'estomac par le cardia, d'accord? On va détailler plus loin, mais voilà, l'orifice à ce niveau-là, ça s'appelle le cardia. Voilà. Donc, le cardia, il permet de faire communiquer l'œsophage et l'estomac. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? C'est une voie de passage du bol alimentaire. C'est tout simplement voilà, un conduit qui permet de faire progresser les aliments. C'est un organe musculo-membraneux. Il fait suite au pharynx au niveau de C6. Ça, je pense que ça y est, vous le connaissez par cœur. Il se termine en s'abouchant sur l'estomac, ici, à la hauteur de T10, T11. Voilà, ça à retenir ça. Au niveau de la... ça dépend, mais aux alentours de la 10e, 11e vertèbre thoracique, on a le cardia, donc qui permet l'abouchement de l'œsophage dans l'estomac. Donc, l'œsophage se termine à la hauteur de T10, T11. Ça, c'est à retenir. L'œsophage, on vous dit que c'est un organe cervico-thoraco-abdominal, tout simplement parce qu'il va traverser 3 étages, on l'a vu, l'étage cervical, l'étage thoracique et l'étage abdominal. Je vous ai mis là, il traverse la partie inférieure du cou, le thorax, et se termine dans la partie supérieure de l'abdomen à ce niveau-là. Et l'œsophage abdominal, vous voyez, il est très court. Donc, on vous dit, il est situé dans la portion médiane, mais je pense qu'après, il y a d'autres schémas. Ouais. Il est situé dans la portion médiane devant la colonne vertébrale. C'est important de retenir que l'œsophage, il est en arrière de la trachée, mais ça, vous le savez déjà. Et il passe également, très important, en arrière de l'atrium gauche. Mais ça, on va le voir après aussi dans d'autres schémas. Et sa partie abdominale qui est oblique à gauche. Vous voyez que c'est oblique à gauche. Enfin, c'est logique parce que c'est inversé. Vous savez, quand on regarde une personne de face, forcément la droite et la gauche sont inversées.
Donc, l'œsophage, il est oblique à gauche. Et vous allez voir en arrière du lobe gauche du foie. Donc ça, ne vous inquiétez pas, il y a des schémas après, on va le voir. Mais voilà, très important à retenir que l'œsophage, il est en arrière de la trachée. Ça va. En arrière de l'atrium gauche. Ça, c'est vraiment très important à retenir. Et sa dernière partie aussi est en arrière du lobe gauche du foie. Mais voilà, le fait de retenir, enfin, retenez bien que l'œsophage, il passe en arrière de l'atrium gauche. Mais ça, on va le voir. Alors ça, justement, c'est un schéma, une vue latérale du médiastin. Je crois que vous avez fait déjà le cours sur l'appareil circulatoire. Donc, vous avez dû un peu voir cette planche. On a, bon, je ne vais pas tout détailler, on a des vaisseaux à ce niveau-là. En 1, par exemple, vous avez l'artère subclavière. En 2, ici, vous avez la clavicule. Bon, ça, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est important, ici, vous avez en 11 l'œsophage, d'accord? Ce conduit là, c'est l'œsophage, ici. Vous voyez bien qu'il passe en arrière de la trachée et en arrière du cœur, d'accord? Là, vous avez le cœur. En arrière, vous avez tout en arrière, vous voyez que l'œsophage, il est bien postérieur. Mais ça, on l'avait un petit peu vu. Vous savez qu'il fait partie du médiastin postérieur, par exemple. Donc voilà, ici vous avez l'œsophage, ici vous avez le cœur, ici en 8, est-ce que vous savez ce que c'est? Normalement, on l'avait vu, si vous vous en rappelez. C'est un nerf qui permet d'innerver la coupole diaphragmatique. D'accord? C'est le nerf qui permet d'innerver le diaphragme. Alors du coup, c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est 8? Vous vous rappelez plus peut-être? Le nerf qui permet l'innervation du diaphragme, c'est le nerf phrénique. D'accord? Je vous rappelle que le diaphragme, c'est le muscle inspirateur principal et il est innervé par le nerf phrénique. Donc là, on a en 8 le nerf phrénique. Bon, voilà, c'est plus cette planche, c'était pour vous montrer que l'œsophage était postérieur ici. Donc ça, c'est une vue postérieure, d'accord? Imaginez qu'on regarde, qu'on met un œil ici, d'accord? On a en 1, on a l'œsophage toujours. Vous voyez que l'œsophage, il est en arrière de la trachée, ok? Bon, après, bon là, on a l'aorte, tout ça, mais c'est pas très important. Je vais passer au schéma d'après. Donc ici, voilà, c'est une vue axiale, une vue transversale. Je ne sais pas si vous ne devez pas sûrement être habitué à avoir des vues comme ça. C'est comme une coupe de scanner, en fait. C'est une vue, une vue transversale au niveau du thorax, en fait. Donc, on a ici, en 14, c'est l'œsophage. Et vous voyez bien qu'il est ça c'est le cœur, d'accord? Et l'œsophage, il est en rapport ici avec l'atrium gauche, ok? Ici, 12, c'est l'atrium gauche, d'accord? 10, et du coup, c'est facile, c'est l'atrium droit parce que on est inversé. Je vous rappelle, on regarde toujours les patients. Enfin, c'est comme si la personne était en face de nous. Bon, ici, c'est une vue du dessous, mais ça change pas. On a bien la droite ici, qui est à gauche, en fait, mais enfin, voilà. Après, faut prendre l'habitude. Donc, en 12, on a l'atrium gauche, ok. En 10, on a l'atrium droit. Après, on a les ventricules, mais voilà. L'important, c'est que vous voyez bien que l'œsophage était en arrière de l'atrium gauche. C'est vraiment une question qui tombe tout le temps au concours, donc il faut bien le retenir. Là, ici, vous avez les poumons avec les lobes. On avait vu, vous vous rappelez qu'à droite, le poumon droit a 3 lobes, tandis qu'à gauche, il a seulement 2 lobes. Voilà, après, vous avez des muscles ici. Bon, je ne vais pas tout détailler, ce n'est pas très important pour ce cours. Donc ici, dans l'appareil digestif, c'était pour vous montrer en fait la partie de l'œsophage qui est cachée par le foie. Vous vous rappelez, on avait dit que la partie terminale de l'œsophage était en arrière du foie. Ben, vous le voyez ici, en fait, le foie, il vient cacher en fait l'œsophage à ce niveau-là. Voilà. Ici, vous avez du coup l'estomac. Et enfin, vous imaginez du coup l'œsophage qui va venir s'aboucher dans l'estomac et le foie qui cache du coup cette partie de l'œsophage abdominal. Ok. Ça, c'est les repères endoscopiques pour l'œsophage. Donc, vous avez, bon, c'est pas grave si vous ne le retenez pas aujourd'hui, mais voilà, vous avez le pharynx qui mesure, on avait dit 15 cm. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le cardia, ici, il est situé à 40 cm au niveau de la cavité orale, d'accord? Ça fait 40 cm.
Bon, vous allez sûrement l'oublier, mais voilà, c'est un truc que... voilà, bon, après, les chiffres, les mesures, c'est pas grave si en terminale, vous retenez pas tout, mais bon, c'est des repères à retenir, que le cardiaque est situé à 40 centimètres des arcades alvéolo-dentaires. Alors, structure de l'œsophage, ça, c'est pas très important, je pense que je vais passer. Bon, vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait quatre couches au niveau de l'appareil digestif, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Bon, là, donc on vous détaille un petit peu, on vous dit que la muqueuse, elle est revêtue d'un épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Mais ça, pour vous, je pense que c'est pas nécessaire de le retenir maintenant, en tout cas. Et voilà, en fait, bon, l'œsophage, c'est un épithélium, enfin, l'épithélium de l'œsophage, c'est un épithélium qui n'a pas de kératine, d'accord? C'est une des deux localisations du corps où on n'a pas de kératine, parce que par exemple, l'épithélium de la peau, les cellules qui constituent la peau, elles sont kératinisées. Voilà, et il faut retenir en fait que l'œsophage, justement, c'est non kératinisé. Mais bon, c'est pas très important, je pense, pour vous de retenir ça pour l'instant. Après, on a une sous-muqueuse et on a une musculeuse qui est constituée de deux parties. Dans les deux tiers supérieurs, c'est des fibres musculaires striées, alors que dans son tiers inférieur, c'est des fibres musculaires lisses. Bon, ça, c'est pour vous dire en fait que en fait, quand on a des fibres musculaires striées, c'est sous la commande de la volonté, parce que les fibres musculaires lisses, on ne peut pas les commander. En fait. Par exemple, votre appareil digestif, enfin, votre intestin grêle, il est composé de couches musculaires lisses. Vous ne pouvez pas commander, vous en rendez pas compte en fait qu'elles se contractent. Parce que quand on est constitué de fibres musculaires lisses, c'est indépendant de la commande de la volonté, d'accord? Alors que les fibres musculaires striées, oui. Donc voilà, c'est pour ça que, enfin, bon, c'est pas très important de retenir ça pour l'instant, mais voilà, c'est dans le courant que je vous le dis. Et vous le reverrez de toute façon. Alors maintenant, on va passer au péritoine. Alors ça, c'est une partie un peu compliquée du cours. J'essaie un peu de... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails trop compliqués, mais le péritoine, en fait, c'est quoi? C'est une membrane séreuse, en fait. C'est un peu comme, je sais pas moi, du tissu conjonctif. C'est une membrane, on vous dit que c'est la membrane séreuse de la cavité abdominale. On vous dit qu'il tapisse et se moule aux parois de l'abdomen et aux organes digestifs. En fait, le péritoine, c'est une sorte de drap en fait qui va envelopper les viscères de l'abdomen en fait. Je vous ai mis une image là. Que vous voyez, ça c'est du péritoine tout ça. Là, vous avez les organes digestifs et en fait, ils ne sont pas libres dans la cavité abdominale, ils sont enveloppés d'un tissu qui formait de nombreux replis, etc. Donc là, en bleu, par exemple, vous avez du péritoine, d'accord? Tout ça, c'est le péritoine qui va envelopper en quelque sorte les organes digestifs. Alors, vous avez du péritoine qui est au contact de la paroi, d'accord? Quand il va être au contact de la paroi, on va parler du péritoine pariétal, d'accord? Et le péritoine qui va être au contact des viscères, notamment ici au niveau des anses digestives, ce péritoine-là, on va parler de péritoine viscéral, d'accord? Et vous voyez que les deux, ils sont en continuité, d'accord? Les deux, le péritoine viscéral et le péritoine pariétal, vont être en continuité. Alors, on vous dit quoi? On vous dit donc que ce péritoine il est divisé en deux feuillets, donc c'est ce qu'on a dit. Le péritoine pariétal qui tapisse les parois de la cavité abdominale et le péritoine viscéral qui tapisse les viscères de l'abdomen, simplement. Le péritoine pariétal et viscéral sont en rapport l'un avec l'autre et délimitent une cavité, la cavité péritonéale. Donc, c'est tout. Donc, par exemple, là, tout ça, c'est la cavité péritonéale qui est délimitée donc du coup par le péritoine. D'accord? Et donc ici, vous avez le péritoine pariétal qui est représenté, vous voyez, au niveau de la paroi, d'accord, de l'abdomen. Alors que le péritoine, on a dit qu'il va être au contact des viscères, ça va être le péritoine viscéral. Mais les deux, ils sont en continuité. Voilà. Donc on vous dit que c'est une cavité irrégulière et humidifiée en permanence par un film liquidien mince sécrété par les deux feuillets du péritoine. Bon, on va avoir une sécrétion de liquide péritonéal, tout simplement. Et on vous dit que ce péritoine, il est richement doté en nerfs sensitifs, mais c'est logique. Quand vous avez une inflammation du péritoine, ça fait très mal. Par exemple, quand on a une péritonite, ça fait très très mal. Tout ça parce que le péritoine est richement innervé, tout simplement. Donc vous ne prenez pas trop la tête avec ce péritoine. On a
un feuillet péritonéal, mais souvent c'est abstrait. En fait, on se dit on a du mal à imaginer un peu ça, mais en fait, c'est tout simplement le péritoine qui est en contact. C'est un sac, en fait. C'est un sac qui va envelopper un petit peu les organes digestifs. Donc, certains vont être totalement enveloppés de péritoine et d'autres partiellement, tout simplement. Et donc, je répète, le péritoine qui est au niveau de la paroi, c'est le péritoine pariétal. Vous l'avez ici. Et le péritoine qui est au contact des viscères, ça va être le péritoine viscéral à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, les viscères, elles sont entourées de péritoine. Vous voyez en bleu, c'est le péritoine viscéral. Et on vous dit, il enveloppe partiellement ou totalement les viscères de l'abdomen. Donc du coup, ce péritoine, il va délimiter une cavité, la cavité péritonéale, d'accord? Et en arrière de ce péritoine, on trouvera l'espace rétro-péritonéal, c'est logique, en arrière du péritoine, on a l'espace rétro-péritonéal qui contient notamment les reins. C'est très important à retenir que les reins, bon ça vous le verrez dans l'appareil urinaire, mais les reins ce sont des organes qui sont dits rétro-péritonéaux. Voilà. Donc on a l'espace rétro-péritonéal et sous le péritoine, on a l'espace sous-péritonéal, d'accord, à ce niveau-là, espace sous-péritonéal, avec notamment la vessie ici, qui est un organe qui appartient au pelvis, on dit au pelvis sous-péritonéal. Vous voyez bien qu'elle est juste dessous, juste en dessous du péritoine. Voilà, vous avez le péritoine ici viscéral qui est représenté. Et les deux, ils sont en continuité, d'accord? Bon, ça, c'est vraiment pas très important, surtout vous n'avez pas vu la deuxième partie de l'appareil digestif. Mais on vous dit, pour les éléments on vous dit qu'il y a 3 sortes d'éléments péritonéaux particuliers. On a les mésos, les ligaments et les omentum, mais on ne va pas vraiment détailler. En fait, tout ça, c'est des replis de péritoine. Bon, on le verra surtout dans le deuxième cours. On va voir. Bon, là, moi, je vous ai mis une diapo sur le mésocolon transverse, il me semble. Ouais, voilà. Mais en fait, on va avoir des mésos. En fait, on va avoir des replis de péritoine qui vont accompagner les organes. Vous l'avez peut-être un petit peu représenté. Ouais, en fait, ça, c'est. Vous voyez qu'ici, on a des replis, en fait, de péritoine, notamment ici. Ici, en fait, on va avoir des ligaments. Ça va former, en fait, un peu comme des ligaments, des mésos, des omentum. En fait, c'est des replis particuliers de péritoine qui vont notamment, les mésos, par exemple, les mésos, ils vont apporter euh, des vaisseaux, en fait. Au sein des mésos, on a des vaisseaux qui cheminent, en fait. Voilà. Au début, c'est un peu abstrait, mais après, vous allez voir, en fait, c'est pas très compliqué. Donc, pour les mésos, on vous dit les mésos, ils amarrent le tube digestif à la paroi et contiennent des artères nourricières. C'est ce qu'on a dit. Vous voyez, au sein des mésos, ici, on a des artères et des veines, forcément. Voilà, donc on vous dit les organes digestifs sont maintenus suspendus dans la cavité abdominale grâce à des replis de péritoine appelés mésos. Simplement, tout ça, c'est des mésos. Donc vous voyez que les organes digestifs, ils sont enveloppés de péritoine, vous le voyez en gris, tout ça, c'est du péritoine. Ici, par exemple, vous avez, on le verra la prochaine fois, vous avez le côlon transverse à ce niveau-là, et du coup, il est accompagné par son méso. Vous l'avez ici, donc là, ici, on a le côlon transverse. Vous imaginez qu'on a fait une coupe comme ça. Donc là, vous avez le côlon transverse. On a fait une coupe, d'accord? Ici, et c'est une vue sagittale. Du coup, on a représenté le côlon transverse ici. Et ce côlon transverse, il a son méso, ici en 19, c'est le mésocolon transverse. Ici. Donc on vous dit, pendant l'organogénèse, certains mésos s'accolent et d'autres restent mobiles, tels que le mésocolon transverse. Donc le mésocolon transverse, c'est un méso qui est mobile. Donc, le côlon transverse il va pouvoir un petit peu bouger, tandis que par exemple, ici, on a le côlon ascendant. En fait, ça fait ici, cette portion-là, on le verra la prochaine fois, mais juste cette portion-là, c'est le cécum. Ici, on a le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, côlon sigmoïde, rectum, canal anal. Et le côlon transverse, il a un méso qui est mobile, d'accord? Alors que le côlon ascendant, non, il est fixé en fait, il est immobile. Ça va dépendre en fait après, on le verra. Donc, on a le côlon ici. Ici, on a le mésocolon transverse qui va apporter des vaisseaux notamment. Et on vous dit
que ce mésocolon transverse, il divise la cavité péritonéale en deux parties, l'étage sus-mésocolique au-dessus du mésocolon transverse et l'étage sous-mésocolique ici en dessous du mésocolon transverse. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, et je répète, là, ici, on a l'espace rétropéritonéal, l'espace sous-péritonéal, etc. Dans l'espace rétropéritonéal, on a les reins et on a également des organes dans l'espace sous-péritonéal. Après, les omentum, c'est encore une fois du péritoine. On a le grand omentum, normalement, j'ai mis une image, c'est une couche de graisse, la couche de graisse du ventre, on vous dit, qui est insérée sur la grande courbure gastrique. C'est ça, le grand omentum. Ici, c'est un tablier de graisse, on dit, qui recouvre les organes digestifs, en fait, qui a un rôle de protection. Vous avez ici l'estomac, le foie, et vous voyez que le grand omentum, il est inséré sur la grande courbure de l'estomac. On va détailler juste après les courbures de l'estomac. Donc voilà, grande courbure de l'estomac ici, et on a le grand omentum ici qui forme un tablier de graisse. Voilà, donc justement, maintenant, on passe à l'estomac. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non? Ok. Donc là, on va passer à la dernière partie du cours, l'estomac. Et après, il y a quelques QCM pour voir si vous avez compris. Alors, l'estomac, c'est un organe qui est musculeux, on vous dit, qui est interposé entre l'œsophage en haut et l'intestin grêle ici. Donc là, on a le duodénum, qui est la première portion de l'intestin grêle, okay, qui forme une sorte de cadre, on dit. Donc, vous voyez bien que l'estomac, il est interposé entre l'œsophage en haut et l'intestin grêle en bas. C'est dans l'estomac, du coup, que va être stocké le bol alimentaire. Et on vous dit, sous l'effet du suc gastrique et des contractions musculaires, le bol alimentaire se transforme en un mélange liquide, le chyme. Retenez bien, on parle de chyme et non pas de chyle. Le chyle, ça sera dans l'intestin grêle, d'accord? Dans l'estomac, on parle de chyme. Vous m'en rappelez, je me disais estomac, il y a un M, donc chyme. Voilà. Alors, donc voilà, l'estomac, c'est un organe majeur pour la digestion, on va le voir après. Donc, on va étudier sa forme, sa situation, ses rapports et sa structure. Vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Donc ici, vous avez, donc là, on vous parle de la situation de l'estomac. On vous dit que l'estomac est situé dans la partie supérieure de la cavité abdominale, à ce niveau-là, d'accord? Au niveau de l'épigastre, ici, et de l'hypochondre gauche. Donc vous avez les 9 cadrans de l'abdomen à ce niveau-là, qui sont à retenir, ça c'est important. Il va falloir c'est pas maintenant que vous allez le retenir tout de suite, mais il faudra le revoir, bien le revoir. On a ici, on va commencer ici peut-être par le 9, c'est le plus facile. Ici, en 9, on a la région ombilicale, donc au niveau de l'ombilic, en fait, au niveau du nombril. Donc ça, c'est la région ombilicale. Ici, en 1, on a l'hypochondre droit, d'accord, qui est occupé par le foie. Je vous ai mis une image ici, vous voyez bien, l'hypochondre droit ici, il est occupé par le foie. Ici, vous avez l'épigastre, d'accord, en fait, c'est marqué ici sur les trucs, donc vous avez les légendes. Ici, on a l'épigastre à ce niveau-là, et on a l'hypochondre gauche ici qui contient notamment la rate qu'on verra une prochaine fois. Donc ici, on a l'épigastre, ici, on a l'hypochondre gauche, d'accord. Ici, on a le flanc droit, et du coup, ici, le flanc gauche. Ici, on a dit que c'était la région ombilicale. En bas, on a, ici à droite, on a la fosse iliaque droite. À gauche, on a la fosse iliaque gauche. Ici, on a l'hypogastre. Alors, c'est les 9 cadrans de l'abdomen. On a divisé l'abdomen en 9 cadrans. Et on vous dit que l'estomac, il est à ce niveau-là, c'est encadré en rouge. Il est situé dans l'épigastre ici et dans l'hypochondre gauche et pas l'hypochondre droit qui est occupé par le foie. D'accord? Voilà, ça c'était pour la situation de l'estomac. L'estomac. Alors on vous dit qu'il a grossièrement une forme de cornemuse. Je vous ai mis une image de cornemuse. Donc on vous dit qu'il a la forme d'une cornemuse formée de deux parties, une partie verticale ici et une partie horizontale qui est formée du pylore, d'accord? Donc ici, vous avez le cardia, on l'avait vu, qui permet de faire communiquer l'œsophage de l'estomac. Ici, on a le fundus, ou grosse tubérosité de l'estomac. Vous voyez ici le fundus à ce niveau-là. Ensuite, vous avez, tout ça, c'est le corps de l'estomac. Ensuite, vous avez l'entrepylorique à ce niveau-là, en bas, qui correspond à la partie horizontale, donc l'entrepylorique, et ici, le pylore, d'accord, qui est formé d'un sphincter, on va le voir.
Donc ça, c'est le schéma du poli. On a le fundus en haut, le corps, on a dit ici. Ici, on a l'antre pylorique, ici le canal pylorique et ici le pylore qui permet de faire communiquer l'estomac avec l'intestin, la première portion de l'intestin grêle qui est le duodénum. Donc, l'estomac communique avec le duodénum par le pylore. Et juste, on va le voir après, mais le pylore, il est formé d'un sphincter, c'est important à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas au niveau du cardia. On va le voir. L'estomac, il est formé de deux courbures. Ici, on parle de petites courbures et ici de grandes courbures de l'estomac. Vous voyez que la petite courbure, elle est concave, alors que la grosse courbure, elle est convexe. Donc voilà, petite courbure, grande courbure. Et ici, l'angle que vous avez là s'appelle l'incisure angulaire. Alors qu'ici, on a un autre angle très aigu qu'on appelle angle de His, qu'on va voir après. Donc ici, au niveau de la petite courbure, on a l'incisure angulaire. Et ici, on va avoir l'angle de His, qui a un rôle important, on va le voir juste après. Donc les orifices de l'estomac, on l'a vu, l'estomac il présente deux orifices, le cardia à ce niveau-là et le pylore. Donc on vous dit l'orifice supérieur, c'est le cardia, l'orifice supérieur œsophagien, et ici on a le pylore, qui est l'orifice inférieur du coup, qui communique avec le duodénum. Et vous voyez un peu sur cette image, donc on a ici le pylore, et vous voyez ici, on a un épaississement de la couche musculaire moyenne, en fait, je vous le dis, c'est la couche musculaire moyenne de l'estomac. Cet épaississement, ça constitue un sphincter, donc le sphincter pylorique ici. Et quand ce sphincter est contracté, du coup, les aliments vont rester dans l'estomac. Et quand ce sphincter va se relâcher, d'accord? Quand ce sphincter va se relâcher et que l'estomac lui va se contracter, les aliments vont pouvoir passer dans le duodénum. Donc c'est grâce à ce sphincter, en gros, que les aliments vont soit rester stockés dans l'estomac, soit passer dans le duodénum. L'angle de His, alors voilà, donc au niveau du pylore, on avait un sphincter, et au niveau de la partie haute de l'estomac, on n'a pas de sphincter, on a un angle aigu ici, l'angle de His. Donc on vous dit, l'estomac communique avec l'œsophage par un orifice supérieur, le cardia, ça c'est bon. L'orifice supérieur œsophagien ou cardia est ovalaire, il est situé à droite et en dessous du fundus, donc ici. Le fundus s'adosse au bord gauche œsophagien. Bon, ça c'est facile. Ici, on a le fundus. Et ici, on a le bord gauche de l'œsophage. Et ici, le bord droit de l'œsophage. Donc, on voit bien que le fundus, il s'adosse au bord gauche de l'œsophage abdominal, ici. On vous dit suivant. Donc le fundus s'adosse au bord gauche de l'œsophage abdominal, suivant un angle très aigu, ici, l'angle de His. Et en fait, cet angle de His, il va avoir un rôle très important parce qu'on vous dit, il forme un repli muqueux, vous le voyez là un petit peu. Un repli muqueux joue un rôle essentiel dans le dispositif anti-reflux. Donc j'ai insisté sur le fait qu'ici, on avait un sphincter au niveau du pylore, parce qu'ici, on vous dit en fait qu'à ce niveau-là, on n'a pas de sphincter, d'accord? Ça veut dire que, entre guillemets, les aliments pourraient remonter et c'est pas bon. Enfin, c'est comme ça, en fait, quand vous avez des remontées d'acide, vous avez par exemple des RGO, tout ça, enfin, des reflux gastro-œsophagiens, des reflux comme ça, acides, ben, c'est à cause de ça, en fait. C'est parce qu'en fait, on n'a pas de sphincter, de véritable sphincter œsophagien, on a seulement un repli muqueux, en fait, qui permet de jouer le rôle de dispositif anti-reflux, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des RGO, tout ça, des reflux comme ça. Parce qu'en fait, ce système ne marche pas très bien, en fait. Et voilà, c'est pour vous dire ça. Donc, au niveau du pylore, on a bien un sphincter qu'on n'a pas à ce niveau-là. Alors, l'orifice inférieur duodénal de l'estomac, donc on vous dit aussi appelé pylore, bon ça on l'a vu, entouré d'un petit sphincter, on l'a vu. Et on vous dit qu'il est situé au niveau de L1, donc la première vertèbre lombaire, pardon. Alors maintenant, je pense qu'on va parler des couches de l'estomac. Alors, je vous ai dit que le pylore était constitué d'un épaississement de la couche circulaire moyenne de l'estomac. Parce qu'en fait, au tout début du cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en règle générale, le tube digestif est formé de 4 couches, d'accord? Muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse
et adventice ou fibreuse. Et en fait, je l'ai dit, la plupart du temps, la musculeuse, elle est formée de deux couches musculaires, sauf pour l'estomac où on va avoir trois couches. Voilà, elles vous sont représentées. On va avoir, donc je vous l'ai mis là, l'estomac, en fait, il a une musculeuse épaisse à trois couches, d'accord? Une couche circulaire, une couche longitudinale et une couche oblique, d'accord? Ici, avec les fibres obliques, vous avez les trois couches de muscles qui sont représentées. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estomac, il va avoir de fortes contractions. Vous voyez un petit peu cette vidéo-là. Lors de la digestion, l'estomac va avoir un rôle mécanique, vraiment de digestion mécanique, en broyant limite les aliments comme ça qui vont venir à ce niveau-là, qui vont buter à ce niveau-là, qui vont repartir. Ça pour dire que l'estomac a besoin d'une couche musculeuse très épaisse, donc qui est formée de trois couches de muscles, pour pouvoir former ces contractions au moment de la digestion. Donc voilà, vu il y a de très grosses contractions, il a besoin d'une musculeuse très épaisse. Donc la musculeuse au niveau de l'estomac, elle va être constituée de trois couches. Voilà. Donc pour la muqueuse et la sous-muqueuse, on vous dit, la muqueuse, elle forme des plis gastriques. Vous les voyez un petit peu sur ce schéma. Vous les voyez aussi bien là. Ces plis, en fait, ils vont permettre à l'estomac de s'expandre un petit peu quand le bol alimentaire va arriver. Donc voilà, retenir qu'il y a des petits replis muqueux au niveau de la muqueuse de l'estomac. Bon, ça va le voir après que l'estomac, il a une zone à sécrétion acide et une zone à sécrétion alcaline. Voilà. La musculose de l'estomac, elle est épaisse et elle est formée de trois couches. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, au niveau de l'intestin grêle, où on n'a que deux couches. Parce que l'intestin grêle, il n'a pas besoin de faire des contractions comme ça. Enfin, il va seulement, entre guillemets, conduire euh, le chyle en fait jusqu'au côlon. Mais il n'aura pas besoin de faire de telles contractions, donc il aura une musculeuse qui sera plus fine, on va dire. Alors, donc l'estomac, on vous le mettez là, il présente une zone à sécrétion acide au niveau du fundus et du corps. Je vous rappelle que le fundus, c'est en haut, c'est la grosse tubérosité de l'estomac. Donc l'estomac, il présente une zone à sécrétion acide, d'accord, et une zone à sécrétion alcaline, donc basique en fait. Donc une zone à sécrétion acide et une zone à sécrétion alcaline ou basique, c'est pareil. Vous l'avez ici. Tout ça, c'est la zone à sécrétion acide. Donc vous avez le fundus et le corps de l'estomac. Donc vous voyez que la majeure partie a une sécrétion acide, tandis qu'ici, on va avoir une sécrétion plutôt alcaline, d'accord, au niveau du pylore. Donc, c'est ce qu'on a vu. Je vous ai remis un schéma pour vous dire que la musculeuse de l'estomac, elle était épaisse. Elle était divisée en trois couches. Une couche superficielle longitudinale, une couche moyenne circulaire et une couche profonde oblique. Vous avez ici la couche longitudinale, la couche circulaire et la couche oblique. Donc voilà, trois couches pour l'estomac pour permettre des contractions gastriques. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fini le cours et qu'on va passer au QCM. Donc voilà, bon, il y avait encore une image pour vous montrer la musculeuse. Voilà, enfin, c'est plein d'images un petit peu qui se ressemblent, mais c'est juste pour que vous voyez bien. Là, vous voyez bien les plis muqueux et ici, la musculeuse de l'estomac. Voilà, et ici, vous voyez le cardia avec un petit sphincter en réalité, mais qui marche pas bien du tout. Donc retenez qu'on a un sphincter à ce niveau-là qui est qui est très utile en fait, mais que on a un petit sphincter ici, mais qui sert un peu à rien. Et ce qui va vraiment jouer le rôle de dispositif anti-reflux, c'est l'angle de His qu'on voyait tout à l'heure, qui permet vraiment, avec un angle très aigu, qui empêche un petit peu la remontée, le reflux des aliments. Donc on va passer au QCM. Je regarde juste s'il n'y a toujours pas de questions. Non. Voilà, donc c'est un cours un petit peu compliqué, un petit peu dense. J'espère que vous avez compris. On va voir un petit peu avec les QCM. Je vous laisse une minute pour faire la première question.
Alors, pour la première question, on vous dit parmi les propositions suivantes, indiquez la ou les bonnes réponses. La paroi du tube digestif est composée de 4 tuniques concentriques qui sont de l'intérieur vers l'extérieur, muqueuses, sous-muqueuses, musculeuses et fibreuses. Vous mettez vrai ou faux? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Le cavum oral, bon, c'est la cavité orale, hein, le cavum oral, c'est la même chose, correspond à la partie initiale du tube digestif. C'est vrai? C'est vrai. La cavité orale répond au nasopharynx. C'est vrai? Faux? C'est faux, c'est l'oropharynx. C'est la cavité nasale qui répond au nasopharynx par les choanes et la cavité orale, elle répond à l'oropharynx par l'isthme du gosier. La langue participe à la phonation, la mastication, la déglutition. C'est vrai. C'est vrai. Et sur le ventre de la langue, on distingue un sillon médian et un sillon transverse. C'est vrai? Alors c'est faux, c'est sur le dos de la langue. D'accord? Je vous rappelle, je vous remets. Ok. Enfin, en fait, sur le ventre de la langue, on avait le repli médian, le frein de la langue. Je vais vous remettre le schéma. Voilà, donc vous voyez, là, ici, on a la partie inférieure de la langue, on a le frein de la langue, mais tout ce qui est sillon, ici, par exemple, ça, c'est sur le dos de la langue, d'accord? Sur la partie, on va dire, supérieure de la langue, on a le sillon médian, le sillon transverse, tout ça. Tout ce qu'on trouve, en fait, on va dire, d'important sur la langue, les tonsils linguales, enfin, le V lingual, les caroncules, enfin, tout ça, je veux dire, les papilles circonvallées et tout ça, ça va être sur le dos de la langue. Sur le ventre, au niveau de la partie inférieure, on aura uniquement le frein de la langue. Pas grand-chose en fait. Ok. Du coup, du coup, c'est faux ça. Hein. Il y a eu une erreur. Ça, c'est l'oropharynx, c'est faux. Je corrigerai. Je vous laisse quelques secondes pour la lire et on fait ensemble. Ou vous préférez qu'on fasse directement ensemble? Comme vous Moi, je voulez. préfère du temps. Tu préfères du temps? Je vous laisse une minute? Ouais, Oui. merci. Allez, ça va. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Les tonsilles palatines sont des formations lymphoïdes situées en arrière de l'arc palatoglosse et en avant de l'arc palatopharyngé. C'est vrai? C'est vrai. La couronne de la dent est recouverte par le sément. C'est faux. C'est faux? C'est faux, c'est l'émail. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s'étend de la base du crâne à la sixième vertèbre cervicale. C'est vrai? C'est vrai. L'œsophage s'étend de C6 à T10, T11. C'est vrai? C'est vrai. L'œsophage est situé en avant de la trachée. C'est faux. C'est faux, c'est en arrière. Ça, c'est important à retenir, c'est bien. Ok. Je vous laisse une minute.
Vous voulez qu'on corrige ou encore 30 secondes? Moi, c'est Non, bon. c'est bon. Ok. Dans l'estomac, le bol alimentaire se transforme en un liquide appelé chyme. C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai, intestin grêle, ça sera le chyle. La portion verticale de l'estomac émet des sécrétions acides. C'est vrai. C'est vrai. L'estomac est situé dans l'épigastre et dans l'hypocondre droit. C'est faux. C'est faux, c'est ça, c'est l'hypocondre gauche. L'hypocondre droit, c'est surtout le foie, en fait, qui va occuper tout l'hypocondre droit et une partie de l'épigastre. Donc c'est faux, c'est hypocondre gauche pour l'estomac. Le pylore est entouré par un sphincter. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'œsophage communique avec l'estomac par la caréna. C'est faux, c'est la cardia. Ça, exactement, c'est le cardia. La caréna, vous vous rappelez ce que c'est ou Faux. pas? La caréna, non. vous vous rappelez? C'est la Oui, bifurcation de c'est la en rapport trachée. avec... C'était le cours dernier, non? C'est ça, exactement. La trachée, elle se bifurque au niveau de T5 en deux bronches souches, droite et gauche. Et la bifurcation de la trachée, en fait, ça s'appelle la carène. Donc voilà, c'était ça. Il est vrai, hein, l'item A, c'est juste qu'au début, j'avais mis chile, donc c'était faux, et après, j'ai changé. Bon, bref. Mais c'est ça. Vous corrigerez quand je vous enverrai le diapo. Donc, je vous laisse encore 30 secondes. Est-ce que c'est bon? Vous me dites en fait quand vous avez fini. Hein. On corrige? Oui. Ok. Ok. Alors, 6 est le sillon terminal. C'est vrai ou c'est faux? 6. Faux. Faux. C'est faux, c'est ça, c'est le sillon médian. Le sillon terminal, c'est 5. 12 est l'arc palatopharyngien. C'est faux, non? C'est ça, c'est faux, c'est l'arc palatoglosse. L'arc palatoglosse est en avant et l'arc palatopharyngien est en arrière. Je vais vous le dire parce que finalement, c'est un peu logique parce qu'en arrière, on a le pharynx, en arrière de la cavité orale. Du coup, 14, ça sera l'arc palatopharyngien. Alors qu'ici, c'est l'arc palatoglosse, donc au niveau, on va dire, de la langue. 11 est le foramen cæcum. C'est vrai. C'est vrai. 3 sont les tonsilles linguales. C'est faux. C'est faux, exactement. C'est quoi du coup? C'est les tonsilles palatines. Exactement. Et du coup, 13 sont les tonsilles linguales, c'est faux. Du coup, ce sont les tonsilles. Enfin, ce sont les tonsilles palatines, pardon, c'est faux. Ce sont les tonsilles linguales, d'accord? Donc, 3 tonsilles palatines et 13 tonsilles linguales. Voilà. Je crois qu'il reste une question. Ah ben non, il n'y a plus de questions. Donc voilà, donc j'espère que bon, ce cours vous a plu, que vous avez bien compris, du coup, on dirait que vous avez bien compris, enfin, vous avez fait pratiquement tout juste. Si vous avez des questions, vous nous dites sur le cours ou quoi, on reprend. Et sinon, ben, bon après-midi et reposez-vous quand même. Et voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.